Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Sommet des Sports sur Pyramide TV. Nous sommes encore ensemble pour quelques minutes de sport. Nous allons épiloguer autour de l'actualité sportive. Nous sommes le mardi 18 février 2025. Je vous crois aussi, je crois que vous êtes aussi bien calés devant vos postes récepteurs. Pour ce petit divertissement, nous allons parler de beaucoup de choses. Il y aura du cyclisme, du handball, du volleyball. Il y aura du football, bien sûr. Et ceci pour vous dire tout simplement que au Sommet des Sports, vous avez toute l'actualité présente. Alors, nous allons démarrer par les dames, honneur fait plutôt aux femmes. Dans cette émission, les éliminatoires de la CAN féminine se précisent. Le Togo jouera les 21 et 26 février prochains contre l'équipe de Djibouti en éliminatoire pour le premier tour de ces éliminatoires. Mais avant d'y arriver, Tometi Kayi et ses filles se préparent activement. Nous allons voir dans ce reportage le nom des 26 joueuses sélectionnées pour la double confrontation. Reportage. Engagé dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026, le Togo affrontera le Djibouti au premier tour dans une double confrontation qui se jouera intégralement à Lomé. La sélectionneur Kayi Tometi a dévoilé ce mercredi 12 février la liste des joueuses convoquées pour ce défi majeur continental. Le programme de préparation initialement prévu en aller et retour dans les deux pays se déroulera entièrement au stade de Kégué à Lomé. Le Djibouti a décidé de choisir le stade de Kégué comme son domicile pour le match aller en raison de la non-homologation de ces infrastructures. Aussi bien que possible, la première rencontre se joue le 21 février 2025, suivi du match retour le 26 février 2025, toujours à Lomé. Pour préparer cette double confrontation, la sélectionneur Kayi Tometi a convoqué 26 joueuses pour un stage qui se déroulera à Lomé du 15 au 27 février 2025, dont voici la nomenclature. Du côté des gardiennes de but, Ato Adjo Sophie de Ahé FC, Agosu Afi de Atleta FC et Najombe Afousetou de Tambo FC sont retenus. À la défense, Zegla Ameyo de Asko FC, Badjam Amandine de AC Barracuda, Salifou Idaya de Semasi FC, Amemado Aele de Entente 2, Ziokli Happy de Atleta FC, Kouglo Benedict de Al Bayrak FC, Foli Abla Adoukwe de Al Bayrak FC, Donyon Manela de Moudabara, Zoutepe Adjovi Sonia de ANAF ont été sélectionnés. Au milieu de terrain, la sélectionneur a préféré compter sur Bani Omo Gift de Asko, Batik Mandiapou Alice de Asko, Kovon Kafui d'Ifa, Salou Fatima de Atletico Malabo, Gake Ani Ren de TP Mazembe, Dogli Afi Rifela de Bokfoot 18, Samakoudou Kalo de Bokfoot 18, Ningtema Odette de FUS, Ndjambara Amiratou de FUS également, Badate Nathalie de Chassieux de Seni FC. En attaque, Kayaba Tatiana Manoudewa de Asko FC, Kumasi Valérie Entente 2, Yaya Takiatou de Al Ama Club, Wedikou Afi Apeafa de Evian Tenon Gaillard feront l'affaire. Des séances d'entraînement sont prévues au stade de Kégué, à Agbodrafort et à Ablogame. Les séances se font déjà sur les terrains indiqués par la sélectionneur Tometi Kayi qui nous donne des explications sur la non-convocation de la gardienne principale. Selon Tometi Kayi, vous allez l'entendre, elle va pouvoir expliquer les raisons qui l'ont poussé à ne pas choisir cette dernière. La sélection au niveau de l'équipe nationale est constituée des meilleures joueuses du moment. Amel n'a pas fait une bonne saison avec Amis du Monde, c'est ce qui fait qu'elle n'a pas été convoquée. Les 3 meilleures gardiennes qu'on a eues sur le championnat, ce sont elles qui sont convoquées pour le match contre Djibouti. Nous avons fait déjà un stage avec les joueuses locales. On a dégagé 12, on a pris 12 des 32. On a déjà mis en place un plan de jeu avec ces 12 joueuses et on attend les internationales d'ici demain pour pouvoir jouer. On a un noyau qui est là et on a un fond de jeu. Il suffit d'activer ce fond de jeu là et je suis sûr que la machine va prendre. Elle est dans un processus de contrat professionnel.
Et son équipe l'a empêché de répondre à nos convocations. Sinon, Kanda a été convoquée, mais c'est au dernier moment qu'elle a décliné et on l'a remplacée. Il y a une porte entrée et il y a une porte de retour. Si ça se passe bien avec ces sœurs qui ont réalisé une bonne saison avec leur équipe, on les garde. Si on ressent des lacunes et qu'on a besoin encore du service de Amé, on va la rappeler. La preuve est qu'elle a été sélectionnée parmi les 6 gardiennes sur le plan national. Elle a fait le regroupement avec nous. Mais on a mis en place des critères pour prendre les meilleurs. Et c'est les meilleurs qui sont sur la liste de convocation. Donc, c'est sans souci si dans 2 mois ou 3 mois, Amé reprend son niveau, elle sera convoquée pour les prochaines séances. Elle a été claire. Pas de demi-mesure. Vous êtes en forme, vous êtes convoqué, vous ne l'êtes pas, pas du tout. On n'a pas à se cligner les yeux, ce qui veut dire tout simplement que Tometi Kayi veut aller, je dirais, au résultat. On sait que le Togo peine à pouvoir se montrer sur l'échiquier international. La dernière Coupe d'Afrique des Nations, vous vous rappelez, elle s'est terminée, même si les Togolais n'ont pas été aussi ridicules, elle s'est terminée quand même par un fiasco. On n'a pas été loin. Le championnat du football féminin s'est arrêté il y a encore quelques temps, déjà après les playoffs. Astro est sortie championne du Togo. En fait, les joueuses d'Astro sont sorties championnes du Togo. On attend de voir à quel moment le championnat va pouvoir redémarrer. Ceci dit, nous, on va courir tout simplement sur le terrain de handball pour saluer au passage M. Auguste Dobo, qui est le président de la Fédération togolaise de handball. Il a initié une formation pour les entraîneurs de handball. C'était hier. Nos caméras étaient sur les lieux pour capter les images. C'est dans le cadre de la formation des entraîneurs de haut niveau pour placer le handball togolais au haut niveau. C'est pour l'obtention de la licence DIDF. Voilà le reportage. Former des cadres de haut niveau pour rendre la pratique du handball plus compétitif au Togo, telle est la raison d'un stage de formation organisé au bénéfice d'une quarantaine d'entraîneurs de la discipline. La formation à terme sera sanctionnée par l'obtention de la licence DIDF. L'initiative est de la Fédération togolaise de handball en collaboration avec la Confédération africaine de handball et sur la supervision de la Fédération internationale de handball. Nos priorités, d'abord pour commencer, c'est la formation. Nos fédérations, toutes les fédérations confondues, nous manquons de cadres. Nous manquons sérieusement de cadres de bon niveau et de haut niveau. Et on ne peut pas avancer dans nos sports si nous ne formons pas des gens de très très haut niveau pour pouvoir encadrer. Donc la formation est le vecteur principal pour notre activité. Ensuite, cette formation va déteindre obligatoirement sur les athlètes. Pendant 5 jours, du 17 au 21 février 2025, les récipiendaires vont se familiariser avec la pratique du handball de haut niveau à travers des outils pratiques théoriques et pédagogiques. Dans cette formation-là, on passerait les grandes lignes, dont la formation, dont le démarrage de la formation d'un technicien en handball. Parce que cette catégorie d'âge, elle est réservée pour les entraîneurs qui auront des jeunes joueurs qui veulent faire du handball. Donc un peu plus de l'animation, un peu plus de recrutement sur la plus grande base possible de joueurs. Donc c'est plus de l'animation, c'est plus de l'intérêt, intéresser le joueur pour faire du handball sa discipline préférée. La formation sera focalisée sur 3 choses. Une partie théorique, une partie pratique
et surtout une partie pédagogique. C'est la salle de réunion de l'Institut Auguste Legrand qui a accueilli la cérémonie d'ouverture. Le proviseur de l'Institut Auguste Legrand, la vice-présidente du CNOT Togo et le représentant de Madame le ministre des Sports et des Loisirs étaient présents à la cérémonie. Tout a commencé par l'exécution des hymnes du Togo et de l'IDF, suivi d'allocutions puis du lancement officiel des activités. Aussitôt après, les choses sérieuses ont commencé avec le début de la formation. C'est la licence DIHF. Toutes nos excuses pour ce petit gravuge. Alors là, je crois qu'on ne s'en voudra pas. Madame Narla Boudina, elle est la formatrice, elle est l'expert de la Confédération africaine de handball et de la Fédération internationale du handball. C'est elle qui va procéder à cette formation jusqu'à vendredi, c'est-à-dire le 21 février, pour remettre aux participants. Il faut rappeler que cette formation sera sanctionnée par ce diplôme, mais par des tests. Il y aura des tests pédagogiques, les tests théoriques et bien sûr, sur beaucoup d'aspects, les postulants, les récipiendaires plutôt, vont être jugés sur plusieurs aspects avant l'obtention donc de ce diplôme. Ce qui veut dire que les choses ne seront pas faites à moitié. Autant, vous l'avez entendu tout à l'heure, M. Dogbo l'a dit, il faut placer le handball togolais au plus haut niveau. Et pour le faire, il faut des encadreurs bien formés. Et ça, je crois qu'il nous l'a expliqué en off, que désormais, tous ceux qui avaient déjà les anciennes licences ne comptent plus. Il faut renouveler cette licence parce qu'il y a d'autres paradigmes qui sont rentrés en jeu et qui ont permis de rehausser le niveau du handball. Vous l'avez vu la dernière fois, le championnat du monde de handball qui s'est déroulé en Croatie, au Portugal et autres, a donné une figure, a présenté l'Afrique comme le maillon faible de ce handball. Seule l'Égypte a pu contourner les difficultés pour aller en quart de finale, éliminé par l'équipe de France d'un point. Mais cela dit, aucune équipe africaine dans le carré d'as. Ils étaient là, l'Algérie, il y avait la Tunisie, il y avait le Cap-Vert, il y avait la Guinée et puis l'Égypte. Mais les 4 autres n'ont même pas été très loin. Seul le Cap-Vert a été au second tour, mais de quelle manière? Péniblement. Donc, le handball africain a du problème en général, mais celui du Togo en particulier doit être réformé. C'est le vœu du président de la Fédération togolaise de handball, M. Auguste Dogbo. Alors, nous reviendrons sur cet aspect et parler vraiment du handball togolais. Alors, on va courir rapidement sur le terrain de football pour parler de la 11e journée. Vous savez, le football togolais rencontre aussi des difficultés. Il n'est pas compétitif. D'ailleurs, vous l'avez suivi le dimanche dernier dans Tribune Sportive. On en a épilogué longuement. Alors, avec Hugues Rode et Iko Rodrigue, on en avait parlé. Alors, cette 11e journée a été disputée à la fin du week-end dernier avec des résultats qui sont, bon, favorables pour certains, non pour d'autres. Suivons plutôt le récit. La 11e journée du championnat de l'élite est rentrée dans l'histoire avec ses derniers matchs conclus ce dimanche. Toutes les rencontres ont été jouées. La moisson a encore été diverse pour chacun des postulants. Gomido de Palimé a écrasé Doumbé de Mango 4-1 et Asco a dominé SC Barracuda 1-0. Tous les autres matchs ont été soldés par des scores nuls. Le leader, l'Entente 2 et la SCK ont partagé les points 1 but partout. Il est de même pour Bouelessou et la Sbina, puis FC Espoir et Tambo de Dacha. Loin d'être déçues, elles sont parties dos à dos en marquant chacun un but contre l'autre. La journée a enregistré aussi 2 matchs nuls vierges. C'est le cas entre 2 promus, l'Étoile filante de Lomé et CDF Aknou, semblable pour le match Unisport et SOTR. 12 buts
ont été inscrits avec en moyenne 1,71 buts par match. La 11e journée enregistre donc 2 victoires et 5 matchs nuls. Au titre des meilleurs buteurs, on retrouve Glomarus de la SCK, Fama Jamiou de l'Étoile Filante, Chakei Moucheri de l'ASCO, Salifou Kosigan du Nisport en tête avec 5 réalisations chacun. Les résultats sont les suivants. Doumbé FC tombe devant Gomido 1 but à 4. L'Entente 2 et la SCK se quittent sur un score de parité. ASCO domine ASC Barracuda 1 but à 0. Unisport et la SOTR se quittent sur un score nul. AS Gwelesou et la Bina se quittent sur un score de parité. FC Espoir et Astambo aussi se quittent sur un score de parité. L'Étoile Filante et CD Aknou se quittent sur un score de 0 but partout. Au classement provisoire, l'Entente 2 demeure le premier en liste avec 20 points, suivi de l'Unisport avec 19 points. À la 13e place, on retrouve Doumbé FC avec 8 points et ASC Barracuda en dernière position avec 6 points. Oui, ce championnat qui continue d'animer, je dirais, le landerneau sportif togolais, vous l'avez entendu dans ce récit de Linda. C'est l'Entente 2 qui continue d'être au top pour l'instant, 20 points. Il est suivi par deux géants, parmi lesquels l'équipe de AS Bilan, les nordistes qui viennent vraiment, qui donnent de l'emploi Unisport, deux clubs qui sont restés collés à l'Entente 2 avec 19 points, mais dans la zone rouge. C'est ce qui inquiète le plus. L'AS Barracuda n'a pas pu ramener de la moisson en allant Kara, battu 1 but à 0 par ASCO. Même si le CDF Aknou a fait match nul avec l'Étoile Filante, les deux équipes, ce sont les deux promus. Ils sont au-dessus de la ligne rouge. C'est Doumbé qui reste là à accompagner l'équipe de l'AS Barracuda. La deuxième journée, ce sera pour bientôt. Alors, nous avons fait le tour sur le football, le terrain de football, mais on n'a pas fini. On y reviendra. Faisons un peu, parce que quand vous allez au stade Omnisport de Lomé, à côté, c'est un terrain Omnisport, qui veut dire qu'il y a beaucoup de sport qui se fait. Il y a aussi à côté le terrain de volleyball. Nous saluons au passage Noël Tadéon, le président de cette association, de cette fédération. Alors, c'est de lui que nous allons parler, de sa visite à Lausanne. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Les raisons de cette visite pour le volleyball togolais. Reportage. Le volleyball togolais à la recherche de ses lettres de noblesse, c'est dans ce cadre que Noël Tadéon, le président de la FTVB, a été reçu à la Fédération internationale de volleyball, la FIVB. Le président de la FTVB a discuté avec M. Fabio Azevedo, président de la FIVB, autour des initiatives visant à favoriser le développement du volleyball en Afrique et particulièrement au Togo, tout en réaffirmant son accompagnement en faveur du développement du volleyball sur le continent. Il a salué le potentiel de l'Afrique et souligné les efforts de Mme Bouchra Hadjij, présidente de la Confédération africaine de volleyball. La FTVB a présenté son plan pour la mise en place d'un pôle élite de beach volley destiné à structurer et professionnaliser la formation des meilleurs athlètes togolais afin d'obtenir des qualifications pour les JO de Los Angeles 2028 puis Brisbane 2032. Le Togo s'engage activement dans le programme d'autonomisation de la FIVB qui prévoit la mise à disposition d'équipements ainsi que l'envoi d'un expert technique international au Togo pour appuyer le développement du volleyball. Par ailleurs, il a insisté sur l'importance pour le Togo de participer régulièrement aux compétitions zonales et continentales, puisque cette présence permet d'engager des points au classement international et ainsi d'améliorer le ranking du pays. Notons que dans le prolongement de son séjour, le président de la FTVB a assisté à la réunion de la commission Game Technologies and Innovation de la FIVB, puis rencontré Steve Touton, directeur général de la FIVB, M. Istesh Malota, responsable du programme d'autonomisation, les responsables des départements beach volley et de volleyball. Enfin, il a échangé avec les équipes financières, juridiques, de communication et d'innovation technologique de la FIVB avant de conclure par une visite du château Les Tourelles, siège historique de la FIVB. Oui, Noël Tadéon qui
va, je dirais, donner un coup de fouet aux mésaventures que connaissent le volleyball togolais et qui maintenant lui insuffle un souffle nouveau pour permettre à ce que ce sport-là puisse aller de l'avant. Construire le volleyball de demain à partir d'aujourd'hui, c'est le thème accordé au festival de volleyball que nous allons que la fédération organise. Ce serait dans les prochains jours. On aura des explications à donner sur ce dernier. Noël Tadegno qui pense que pour que ce volleyball puisse rejaillir, puisse avoir un certain nombre donc, de performances, il va falloir le vulgariser et ce sera dans les écoles. Ce qui veut dire tout simplement qu'il faut susciter l'engouement depuis le bas âge, permettre à ce que les enfants s'intéressent à la pratique de ce sport. Et c'est dans les écoles, dans les sports de masse, comme cela a été auparavant, où tous les athlètes, quand je parle d'athlètes, c'est les sportifs que le Togo avait eu dans le temps, faisaient partie donc ils ont été dans les sports de masse, ils ont été cooptés dans les sports de masse, c'est-à-dire des compétitions scolaires et universitaires organisées par le ministère des Sports et les institutions qui s'occupent donc du sport. Ce qui veut dire qu'à l'époque, c'était talent pur, coopté à partir donc de l'éducation. Cela avait disparu, mais heureusement, Madame Lydie Bessikama et son groupe ont remis, je dirais, l'acte en œuvre, ce qui veut dire tout simplement que nous sommes à la période même du lancement plutôt des compétitions scolaires et universitaires, ce qui veut dire que à partir de là, on peut toujours comprendre qu'il faut aller de l'avant et donner du souple à ce sport. Alors, Tadegno a voulu tout simplement tirer la barque vers le haut. Si nous revenons, je l'ai dit tout à l'heure, on va revenir un peu au football. Ça en fait un peu de l'amalgame, ça continue et ça permet pour ceux qui n'étaient pas là au début de comprendre que ça fait partie de notre programme. Vous suivez en direct sur Pyramide TV l'émission Au sommet des sports. C'est un magazine réservé à l'actualité sportive tous les mardis. Alors, la D2 également est en chantier. La Fédération togolaise de football l'avait prévu pour janvier et puis on est tombé finalement en février. Une date de février est reportée à une autre pour des raisons évidentes que vous connaissez. Finalement, les joueurs qui se sont préparés longtemps encore sont rentrés sur la pelouse. La première journée a été disputée. On suit ce qui s'est passé dans ce reportage. La note est bonne cette fois-ci. Programmée pour les 12, 13 et 14 février 2025, les débats ont donné lieu à deux chaudes explications sur les différents sites. Le championnat D2 2024-2025 est désormais en scène. On a joué à Kara, à Sokode, à Tablibo et à Lomé. À Lomé, au stade d'Ablogami, le public a eu droit à un grand match. L'association sportive de la forêt sacrée Asposa avait rendez-vous avec Maranatha de Fiokpo, deux grands du football togolais des années antérieures tombés en disgrâce auprès de l'élite et qui peinent à retrouver leur lustre d'antan. La rencontre était d'un niveau technique moyen, d'autant plus que les deux parties avaient manqué de rythme et surtout de précision dans les approches. De chaque côté, la méfiance était de mise, mais les protégés de l'honorable Gabriel Ameyi ont su tirer les marrons du feu en marquant sur un penalty en première mi-temps. Ce but a suffi pour le bonheur des poulains du coach de Fiokpo. La déception était dans le camp des protégés du président Gato Amenido qui n'ont pas pu gérer leur temps fort dans le match. Les résultats des autres rencontres de la première journée suivent. Agaza Ange de Notier 2 buts à 0, Asfoza Maranatha 0 but à 1, Bikenti Agua 1 but à 2. Au classement provisoire, dans le groupe A, Agaza et Ifodje occupent la première place, tandis que dans le groupe B, Agua occupe seul la première place. Tout a progressé un tant soit peu après les matchs qui ont été les matchs en retard qui ont été joués, à savoir
noter même que Kakadel et son homologue de Koroki avaient fait match nul, 3 buts partout, en attendant de voir le classement bouger. Mais quand on regarde un tout petit peu dans le tableau de ces classements, c'est tout à fait serré pour tous ces clubs-là. On y reviendra dans les prochaines éditions parce que la deuxième journée est déjà programmée pour être jouée le samedi prochain. Dans le groupe A, Agoua va rencontrer TAC. Kakadel sera l'hôte de Bikenti. L'US Koza va jouer Koroki Metete de Tchamba. Fouadan de Dapaon sera l'hôte de Semassi de Sokone. Semassi qui, lors de la première journée, comme vous pouvez le constater, a été tenu en échec sur ses propres installations. Les guerriers de Tchaoudjo qui n'ont pas su prendre l'avantage, mais qui comptent être parmi les promus qui viendront en première division. Ils ont été tenus en échec, 1 but partout. L'équipe de Semassi qui a connu une dégringolade vertigineuse et qui a causé un carambolage psychologique à Sokone, on attendait de voir ce que cela peut prédire à l'avance, mais tout a été un fiasco. Les attentes pour le maintien en première division n'ont pas été comblées. Semassi joue bel et bien en D2. Dans le groupe A, les 4 matchs prévus sont Ange Dito. En Dito, les 2 équipes ont perdu lors de la première journée sur le même score 2-0. L'un battu par Agaza, l'autre par Ifodje. Ifodje qui reçoit Asfoza. Asfoza qui a connu une mésaventure sur ses propres installations lors de la première journée face à Maranatha, doit se rattraper devant Ifodje, vainqueur de Dito 2-0. Maranatha joue à domicile, je dirais bien sûr, bien requinqué par sa victoire à Lomé, va jouer Arabia, elle aussi, qui a gagné contre la JCA sur le même score, 1-0. Enfin, le duel et je dirais le derby de la capitale, quand on parle d'Agaza, on parle de la JCA. Et à partir de ces 2 équipes, je salue au passage un homme qui a fait d'Agaza un grand club, Monsieur Ona Germain, que nous saluons au passage dans cette émission. Il est tout comme pour Agaza, tout comme pour la JCA. Voilà, ce sont ces 2 clubs lui appartiennent. Alors, nous souhaitons bonne chance aux 2 clubs. Ce sera pour samedi prochain, les rencontres. Maintenant, nous allons escamoter un peu plutôt les frontières togolaises. On prend l'avion et on va atterrir où? À Lausanne, où se trouve le siège du TAS. Le TAS, c'est quoi? C'est pas le TAS que vous prenez à la maison, pas TAS que vous prenez à la maison comme café. C'est le tribunal arbitral du sport. Quand vous avez un problème là, et que ça ne va pas, et qu'on vous a jugé mal des litiges qui naissent dans le sport, quel que soit le sport, hein, qu'il y a un litige, vous courez rapidement. Quand vous n'êtes pas satisfait du rendu du jugement, vous courez faire appel auprès du TAS. Il est un tribunal qui juge les affaires du sport. Alors, Samuel Eto'o, qui voudrait se présenter comme on appelle, au comité de la CAF, c'est-à-dire en février prochain, il y aura des élections à la CAF. Alors, Samuel Eto'o veut postuler et quelqu'un a dit non, il y a un jugement qui est fait parce qu'il est sanctionné par la FIFA de ne pas regarder les matchs du Cameroun pour, je dis, 6 mois. On dit non, Samuel Eto'o ne peut pas passer. On dit qu'il a signé un contrat avec un pari sportif et que ça, comme on appelle, sont contre les règles de la FIFA et de la CAF. On dit, Samuel Eto'o, rapidement, il a de l'argent, il a couru vers le TAS. Et le TAS a dit, CAF, regardez. Alors, suivons.
La Confédération africaine de football CAF est contrainte de revoir sa position sur son refus de laisser candidater Samuel Eto'o pour les prochaines élections au niveau de son comité exécutif. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, avait vu sa candidature rejetée par la CAF en raison des critères jugés non conformes aux normes. Lui est reproché d'engager le championnat camerounais dans un pari sportif, une attitude jugée non conforme aux lois sportives, mais aussi pour une sanction de la FIFA qui l'empêche d'assister au match de l'équipe nationale pendant 6 mois. Devant cette situation rocambolesque, Eto'o n'a pas baissé les bras. Il a porté plainte auprès du tribunal arbitral du sport en espérant qu'une suite favorable lui sera donnée avant le 12 mars 2025, date des élections du COMES de la CAF. C'est fait. Le tribunal arbitral du sport TAS a officiellement adressé un courrier à l'instance dirigeante du football africain, lui demandant d'étudier le recours déposé par l'ancien attaquant camerounais. La CAF est mise sous pression désormais. Elle doit revoir sa copie. La mise à l'écart de Samuel Eto'o a déjà eu un impact significatif sur les élections de la CAF. Aucun candidat de la zone UNIFAC, Union des fédérations de football d'Afrique centrale, qui regroupe le Cameroun, la RDC, le Congo, le Gabon, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, l'Angola et autres pays, n'a été retenu pour intégrer le comité exécutif. En revanche, la candidature de Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football, a été confirmée comme représentant de l'Afrique du Nord au comité exécutif de la CAF. Maintenant, la CAF doit diviser la poire en deux, accepter ou rejeter définitivement la candidature de Samuel Eto'o. Une décision en faveur de ce dernier pourrait redistribuer les cartes et modifier l'équilibre politique au sein de la CAF. Oui, il faut arrêter la pagaille. Parce que quand quelqu'un le mérite, il faut vous rappeler de cette histoire en 2007 au Togo avec la corruption d'arbitres lors de la CAN des moins de 17 ans. Oui, c'était ça. Et le président de la fédération d'alors, Abdessi Tata, avait été accusé dans cette affaire de corruption. Il a fait rapidement appel au TAS et le TAS a fait quoi? Il a déboulonné tout. Tata avait raison. Alors, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'accuser. Alors, vous aussi, quand vous avez un problème, mais c'est question d'argent. Il faut avoir assez d'argent pour le faire parce qu'il faut commettre un avocat qui va amener plutôt l'affaire au niveau du TAS. Et vous savez, c'est des honoraires, les avocats. Quand vous les emmenez là, il faut les payer, fortement payer. C'est ça. Alors, on reste toujours pour dire que Samuel Eto'o n'a pas fait cadeau. Et je pense que dans les jours à venir, parce que l'élection a lieu le 25 février, je crois. Donc, il va falloir vite faire pour que monsieur buteur africain puisse connaître son statut. Mais il faut quand même dire que Samuel Eto'o reste une figure emblématique du football africain et mondial, tout comme Drogba, tout comme Adebayor Sheyi. Il est à nous, on ne peut pas l'oublier. Ils ont marqué. Je peux plaider pour plutôt Drogba et Samuel Eto'o. Ils méritaient même le ballon d'or. Mais comme ils sont noirs là, le CODEM ne leur ont jamais permis. Certains ont eu 8, d'autres 5. Mais tout ce que Eto'o, Drogba et Sheyi ont fait, et d'autres joueurs africains, je crois qu'eux aussi méritent le ballon d'or. Il faut qu'on crée aussi un ballon d'or pour nous-mêmes. Voilà. On ne va pas toujours attendre à ce que ce sont eux qui nous remettent les cadeaux. Plutôt, Weah a été le seul depuis 1995. Et ça, est-ce qu'au passage, il n'y a pas eu de terrible... Regardez ce que Moussa l'a fait. Regardez ce que font les joueurs africains. Le Sénégalais, comment on appelle, son nom m'échappe un peu, il a fait beaucoup, mais jamais de ballon d'or. C'est comme si les gens sont ciblés pour cela. Mais nous, on quitte là-bas, on revient toujours, on reste toujours auprès de la CAF pour dire que les compétitions des jeunes continuent. Toutes les compétitions sont programmées pour cette année, même si mon pays, très cher pays, le Togo, n'y participe pas, d'autres y sont. La CAF avait procédé tout dernièrement au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui va se jouer en Côte d'Ivoire, tout près de nous. La dernière fois, il y a eu la CAN des grands, des seniors. Épervier Grand n'a pas été où?
Alors, il y a aussi pour les petits, on n'y est pas. Mais ceux qui le méritent, ils sont. Qu'est-ce que le tirage au sort a donné? Suivez. Le tirage au sort de la CAN U20 prévu le 13 février 2025 au Caire a été effectué. Les 12 équipes qualifiées sont réparties ainsi que le pays hôte, la Côte d'Ivoire, en 3 groupes. Le Sénégal, champion en titre, a été placé dans le chapeau 1 aux côtés de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Le chapeau 2 comprenait le Congo, l'Égypte et la Zambie, tandis que le chapeau 3 était composé du Ghana, de la RD Congo, du Maroc, de la Sierra Leone, du Kenya, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie. La Côte d'Ivoire, en tant que pays hôte, a été automatiquement désignée tête de série du groupe A, le Sénégal du groupe B et le Nigeria du groupe C. Les 2 premières équipes de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale. Le tirage au sort au complet. Groupe A, Côte d'Ivoire, Unifac 2, RD Congo, Ghana, Tanzanie. Groupe B, Nigeria, Égypte, Afrique du Sud, Maroc. Groupe C, Sénégal, Zambie, Kenya, Sierra Leone. Les 2 premières équipes de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale. 2 équipes classées troisièmes de leur poule sont repêchées pour compléter le tableau des quarts de finale. Pour désigner les 2 meilleurs troisièmes, un classement est effectué en comparant les résultats dans leurs groupes respectifs et qui se rapporte aux règles de départage suivantes. Le plus grand nombre de points obtenus, la meilleure différence de buts, le plus grand nombre de buts marqués, le classement du fair play, c'est-à-dire 2 cartons jaunes dans le même match ou un carton rouge direct équivalent à moins 3 points et un carton jaune à moins 1 point. La CAN U20 est une compétition majeure pour les jeunes joueurs africains qui peuvent saisir leur chance pour montrer leur talent et se faire repérer par les clubs professionnels. Elle se déroule chaque 2 ans. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille ce championnat d'Afrique des moins de 20 ans. Je le dis, le Togolien. Maintenant, il y a une règle, et vous savez, la même année, ils participeront à la Coupe du Monde parce que en Afrique, les qualifications pour la Coupe du Monde des catégories inférieures passent pas toujours par les Coupes d'Afrique des Nations. Alors, les pays qualifiés vont pouvoir se battre pour accéder aux demi-finales. Quand vous êtes en demi-finale, je crois les 4 premières places, premier, deuxième, troisième, c'est le champion, le vice-champion, le médaillé de bronze et puis le 4e sont à la Coupe du Monde. Et la dernière fois que les cadets togolais étaient à la Coupe du Monde, je crois que c'était en 2007, la génération qui avait joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria, qui était à cette Coupe du Monde. Et puis, patati patata, il n'y en a plus depuis. Alors, les critères, vous l'avez écouté tout à l'heure dans le récit de Jerry Bama, les qualifiés, 2 qualifiés par poule, plus les 2 meilleurs qualifiés, 3e qualifiés. Donc, les 2 meilleurs 3e, on les prend sur des critères de grand nombre de buts marqués, de différence de buts, ou on les juge aussi sur les cartons reçus. Si vous prenez un carton rouge dans votre équipe là, ça va être moins 3 points. Quand vous prenez un jaune là, ça fait moins 1. Alors, au nombre de cartons jaunes et de cartons rouges, vous serez comptabilisé. Alors, celui qui aura plus dans les 3 groupes, celui qui aura moins de sanctions, c'est ce que vous voulez dire, sera qualifié. Les deux qui auront moins de sanctions seront qualifiés pour le 2e tour, parce qu'il y aura alors 8, parce qu'il y a 2 qualifiés, les 2 premiers qualifiés par poule, plus les 2 meilleurs 3e, ça fera 8, et à partir de là, on jouera les quarts de finale et les demi-finales. Et bon, ceux qui prendront la relève, plutôt se qualifieront, iront à la Coupe du Monde. C'est une autre paire de manches. Alors, on a fini avec le football des jeunes. Maintenant, on va aller à la petite reine. Vous la connaissez? La petite reine, ce n'est pas celle qui porte la couronne aux côtés du roi. Hein. Là, on ne l'appelle même pas la petite, on l'appelle la reine. Ici, là, la petite reine, c'est le vélo cyclisme
Alors, nous allons parler un peu de cyclisme de l'Ivoirien, de monsieur, je crois, c'est un Ivoirien qu'il a élu, il est élu plutôt à la Confédération africaine de cyclisme. C'était au Caire. On va regarder ce qui s'est passé avant de revenir sur le commentaire. L'Ivoirien Jean-Marie Alla Kwame Yao devient le nouveau président de la Confédération africaine de cyclisme CAC. C'est à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue au Caire en Égypte le dimanche 16 février 2025. Le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme est venu à bout du président sortant, l'Égyptien Dr Mohamed Ouaji Azam, par 25 voix contre 24. C'est en tournant pour le cyclisme africain avec l'arrivée d'un nouveau dirigeant à la tête de la CAC. Jean-Marie Alla Kwame Yao aura pour mission de poursuivre le développement de ce sport sur le continent en s'appuyant sur les fédérations nationales et les coureurs africains. Parmi les défis à relever, le développement de la pratique du cyclisme chez les jeunes, l'organisation de compétitions de haut niveau en Afrique, le soutien aux coureurs africains dans leur carrière professionnelle, la promotion du cyclisme féminin, etc. L'élection de Jean-Marie Alla Kwame Yao à la présidence de la CAC est un signe encourageant pour l'avenir du cyclisme africain. Son expérience à la tête de la Fédération ivoirienne de cyclisme et sa passion pour ce sport sont autant d'atouts qui devraient lui permettre de mener à bien sa mission. Monsieur Alla Kwame Yao, il est ivoirien, président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. C'est lui qui porte il est maintenant le porte-étendard du cyclisme africain. Vous avez entendu les défis qui l'attendent. Ils sont énormes. Il doit pouvoir les relever pour permettre au cyclisme africain de régner sur le monde. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission, mais comme d'habitude, le vocabulaire du sport. Aujourd'hui, nous allons parler des coups francs. Qu'est-ce qu'on appelle coups francs? Les coups francs, en football, ce sont des balles arrêtées qui sont tirées. Il y en a combien de sortes? Il y en a le coup franc direct, le coup franc indirect. Direct par rapport au positionnement du bras de l'arbitre et indirect également par rapport à au bras levé. Quand vous voyez le geste en haut pour l'arbitre en rouge qui montre un coup franc indirect, et là, l'autre, le coup franc direct. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quand le coup franc est direct, nous aurons les arbitres pour nous en parler. Hein. Nous, on ne fait qu'un petit relais. Alors, quand l'arbitre donne un coup franc direct, ça se situe dans un périmètre donné. Alors, direct, ça veut dire que vous tirez directement, ça rentre dans les buts, c'est accordé. Vous contournez le mur, vous frappez, le gardien n'arrive pas à prendre, ça rentre dedans, c'est but. C'est un coup franc direct. Indirect, il faut que ça touche quelque chose toujours. Ça doit toucher quelque chose, ou bien un partenaire qui te décale le ballon, qui vient toucher, ou vous tirez directement le gardien même, comme on appelle imbécile qu'il soit, si vous me le permettez, touche, alors lui-même il marque. Mais quand il reste là, laisse le ballon rentrer, le but n'est pas accordé. Alors, c'est une leçon sur laquelle des arbitres viendront nous donner des instructions, des recommandations. Alors, il faut que nous aussi, en tant que spectateurs, observateurs, nous puissions maîtriser les règles qui, lors des matchs, sont, comme on appelle, interprétées par les arbitres. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. On est très content que vous soyez aussi nombreux à nous suivre. Il y a derrière moi une équipe éloquente, spectaculaire, professionnelle, qui m'a aidé à préparer cette émission et à la diffuser. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.